Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Cour commune et nous poursuivons nos échanges, les discussions donc sur votre émission matinale sur E-Télé, l'abstinence sexuelle aujourd'hui. C'est tout simplement la thématique de notre émission de ce matin. Pourquoi est-ce qu'il faut l'observer, les avantages, les conséquences s'il y en a et bien entendu l'abstinence avant le mariage, l'abstinence dans le mariage, les conditions dans lesquelles cela intervient, on en parlera également avec nos invités. Déjà sur le plateau, Bérangère Panki Akande, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien et chez vous? Ça va, merci, mais je suis sûre que les téléspectateurs ont envie d'entendre davantage votre voix. Vous êtes enseignante. Oui, oui. Merci. Alors, Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. À côté de vous, Alila Tou, nous avons Olivier Arondino, bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes pasteur? Effectivement. Très bien. Alors, quand on parle d'abstinence sexuelle, c'est vrai qu'on en entend souvent parler. L'abstinence sexuelle, Madame Panki, vous y retenez quoi? Abstinence sexuelle, ce que j'y retiens. Alors, je pense qu'on ne vous entend pas du tout. Alors, je peux dire que l'abstinence sexuelle est le fait de se priver de toute activité sexuelle. Et cela peut se faire dans le couple comme en dehors du couple. C'est-à-dire, un couple marié peut observer l'abstinence sexuelle comme une jeune fille, un jeune homme qui n'est pas dans le mariage peut observer l'abstinence sexuelle. Très bien. Allez là. Oui, c'est le fait de stopper tout rapport sexuel pendant une durée plus ou moins longue qui peut être motivé par plusieurs raisons. Ça peut être des raisons religieuses, des raisons sociales, psychologiques et autres. Et comme elle a dit, ça peut être autant dans le couple qu'avant une relation de couple. Oui, de couple. Oui. Alors, Olivier Awadjino, en tant que pasteur, avez-vous quelque chose d'autre à compléter? Je n'ai pas grand chose à compléter. Je dirais seulement que quand on parle de l'abstinence sexuelle, il y a la sexualité d'abord, et après on parle de s'abstenir, qui est le fait de se priver de. Le fait de s'abstenir, de se priver de la sexualité. Et quand on parle de la sexualité aujourd'hui, bon, les gens pensent uniquement au sexe. Ce n'est pas seulement le sexe, c'est tout ce qui a rapport avec le corps et qui entre en matière de l'acte sexuel. Quand on parle de la sexualité, les gens pensent seulement à l'acte sexuel. Mais en réalité, ce n'est pas l'acte sexuel. S'abstenir, par exemple, déjà, quand les gens parlent des préliminaires, aussi c'est déjà là. C'est déjà de toute façon, c'est la une sexualité. Étape des rapports, exactement. Du Donc, rapport. s'abstenir, c'est se priver et des préliminaires et tout ce qui a rapport avec l'acte sexualité. L'acte sexuel. À mon avis. Bien Oui, sûr. je pense que c'est bien ça, parce que quand on parle d'abstinence sexuelle, c'est vrai que pour des personnes qui décident de s'engager dans l'abstinence, elles trouvent des palliatives comme, oui, on ne va pas à la pénétration, parce que quand on parle d'abstinence ou de rapport sexuel, on a systématiquement pensé que ça a rapport à la pénétration. Ça n'a pas forcément rapport à la pénétration. Il y a les préliminaires, et le toucher, parfois même la masturbation et tout ça font partie de la sexualité. Et donc, il y en a qui décident de ne pas aller à la pénétration, d'être en amitié et de pratiquer les autres formes de sexualité, c'est-à-dire aller à la masturbation, se toucher. C'est vrai que c'est une étape qui permet de se connaître et on conseille, les sexologues conseillent ça quand on est en abstinence parce que ça permet de mieux se connaître, de discuter, de connaître son corps. Mais tout ça regroupe la sexualité. Ça, ce n'est pas que la pénétration. Ce n'est pas que la pénétration. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des motivations, justement, qui entrent dans la ligne droite de l'abstinence. Quand on dit « je préfère m'abstenir sexuellement », qu'est-ce qui peut réellement motiver d'abord une jeune femme à s'abstenir? Ok, ce qui pourrait motiver une jeune femme à s'abstenir,
Bon, je prends le cas d'une jeune fille qui est encore sur les bancs, qui va encore à l'école. Entretenir des rapports sexuels peut je dirais, troubler, parce qu'elle pourra tomber enceinte sans le vouloir, ou bien être exposée aux problèmes de chagrin d'amour et tout ça. Donc, étant sur les bancs, elle peut décider de s'abstenir et finir ses études, trouver du boulot avant, et même aller au mariage, être dans un couple, dans un foyer, avant d'entretenir des rapports sexuels. Pour un jeune homme, oui, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Il y a des raisons médicales, pour ce que je sais, je crois, quand on veut faire la fécondation in vitro, les médecins recommandent de l'abstinence. Il y a des raisons religieuses, on le sait tous. La religion recommande qu'on reste chaste, qu'on reste vierge jusqu'au mariage. Il y a des raisons sociales, psychologiques parce que peut-être dans son environnement, on a constaté que les autres ont eu de mauvaises expériences en matière de relations ou de relations sexuelles. On n'a pas envie d'être victime et d'en être victime également, et on décide de se préserver. Il y a des raisons sociales. La société ou la communauté nous exige, en dehors des raisons religieuses, de rester, parce que quand on le fait jusqu'au mariage, c'est l'honneur de la famille. Il y a des communautés dans lesquelles présenter le drap blanc tacheté de sang. Si, au Sénégal, il y a des communautés dans lesquelles ça continue de se faire. Un signe d'honneur pour la famille, de fierté, et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on recommande, ou une personne peut décider elle-même de rester, de s'abstenir jusqu'au mariage, ou de s'abstenir dans le couple. J'ai parlé de la FIV, ça peut être également qu'on a un problème de couple, que quelque chose. On va parler justement des couples tout à l'heure, pasteur. Oui. Pour les jeunes hommes et les jeunes filles, pourquoi rester abstinent? Rester abstinent dépend des raisons qui varient d'une personne à une autre. C'est-à-dire, comme elle a dit, c'est peut-être surtout d'ordre religieux, où la personne se dit, bon, je vais m'abstenir parce que la religion me l'exige. Pour d'autres personnes, c'est compte tenu des choix personnels qui s'abstiennent. Très bien. Voilà, mes téléspectateurs, une petite pause qui nous permet d'installer sur le plateau une autre invitée, Nadège Billon. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Merveilleusement bien, j'espère que vous aussi. Ça fait plaisir, ce mois est intéressant. Vous êtes présidente de l'association Héroïne d'aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, merci d'être avec nous ce matin pour parler de l'abstinence sexuelle. Alors, nous avions essayé d'énumérer un peu les différentes raisons pour lesquelles on peut choisir d'être abstinent tout simplement sexuellement, mais également en dehors de ces raisons-là, c'est dire donc que tous ceux qui décident d'être abstinents sexuellement, ils trouvent des avantages sûrement, des avantages qu'on ne peut pas dénigrer ou bien ignorer. Allez là-tout. Oui, des avantages, bien évidemment. Il y a une étude d'une université américaine qui dit que les couples qui font preuve d'abstinence sont plus heureux. Et ça s'explique par le fait que quand on s'abstient, quand on ne fait pas du sexe la priorité, on prend le temps de mieux communiquer, de mieux dialoguer, de se connaître. Pas forcément dans les attouchements, chacun prend le temps de dire ce qu'il veut expérimenter ou ce qui pourrait ensemble être expérimenté pour le bonheur du couple. Quand on décide d'aller à l'abstinence, il y a les grossesses non désirées. Pour les adolescents et les jeunes, il y a les maladies sexuellement transmissibles qu'on peut éviter. Ce choix est important et avantageux
autant pour le jeune que pour le couple parce qu'il vous permet de disposer du temps pour mieux vous connaître, discuter. Quand on fait du sexe la priorité, parfois on a l'impression qu'on aime la personne ou qu'on est attaché à la personne alors que ce n'est pas vrai. C'est le plaisir qu'on prend avec la personne qui nous intéresse et dès que ce plaisir s'arrête, on se rend compte qu'il n'y a jamais été question d'amour et donc les histoires commencent et on rentre dans une spirale qui ne finit jamais. Nadège Bion. Alors, je crois bien que la question c'est pourquoi s'abstenir, c'est bien ça? Oui. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme l'a dit Alila tout à l'heure, ça vous fait vous concentrer sur autre chose. Première chose. Deuxième chose, et je vais même dire la première chose, c'est que spirituellement, c'est bon pour vous. Ça vous dispose autrement. Troisièmement, vous n'avez donc plus à vous demander la dernière fois où vous avez eu vos menstrues. Est-ce que, lorsque vous étiez dans l'acte sexuel, est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il ne faut pas, qui fait que vous craignez une grossesse non désirée? Vous n'avez plus à vous demander, est-ce que lui ne voit pas ailleurs et donc si vous n'allez pas craindre une infection. C'est bon pour vous. Et c'est bon pour vous à toutes les étapes de votre vie. C'est-à-dire que si par exemple une personne est déjà en train de vivre une vie sexuelle, il ne faudrait pas qu'elle se dise moi j'ai déjà commencé, je ne peux plus m'arrêter. Bon voilà, la discussion qu'on mène ne me concerne pas parce que de toute façon je suis déjà sexuellement active. Oui. Je voudrais te dire que à tout moment, à n'importe quel moment, tu peux t'arrêter. Ce n'est pas parce que tu bois de l'alcool et qu'on vient te démontrer que l'alcool n'est pas bien pour toi. Et que toi-même, tu as la preuve que l'alcool n'est pas bien pour toi, que parce que tu buvais déjà, tu vas continuer. Tu peux t'arrêter à tout moment. Merci beaucoup, Nadège. D'ailleurs, l'étude dont vous avez parlé, Alila, tout c'est justement pour ces couples-là qui observent l'abstinence jusqu'au mariage, qui sont plus heureux dans le couple, tout simplement. Pasteur Arrondino, quand vous observez un peu la jeunesse. C'est vrai que depuis il y a des années, on nous demande d'être abstinent sexuellement jusqu'au mariage et on pouvait dire que c'était quand même, on veillait à ce que ça soit le cas. On a perdu un peu de tout cela aujourd'hui. Effectivement, on a perdu un peu de tout cela aujourd'hui. Et d'entrée, je voudrais expliquer un peu quelle était la pensée de Dieu à la création du sexe. Pourquoi Dieu a-t-il créé le sexe? Et si nous réfléchissons et nous trouvons la réponse à cette question, je pense que nous utiliserons à bon escient et dans la volonté de Dieu le sexe que Dieu a créé. Il est bien vrai que dans les Saintes Écritures, le mot sexe n'est pas écrit, mais là où on peut le notifier, c'est là où on dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Quand on parle de l'homme et la femme, ça veut dire, ça parle du sexe. Et pourquoi Dieu a-t-il créé le sexe? Donc, il faut comprendre le pourquoi et se demander aussi pourquoi nous voulons utiliser le sexe. Pourquoi, la raison pour laquelle nous voulons aller au sexe. Parce que Dieu a créé le sexe, la raison originelle pour laquelle Dieu a créé le sexe, c'est pour la procréation. Il faut que tout le monde comprenne que si nous faisons du sexe, c'est pour qu'on puisse procréer. C'est le résultat normal. C'est le résultat. Ça doit être le résultat normal. Bon, aujourd'hui, les hommes font du sexe un plaisir parce que l'utilisation du sexe en réalité dépend d'une personne à une autre. Et quand vous parlez de l'abstinence, les raisons de l'abstinence, ça varie d'une situation à une autre. Si c'est le cas des jeunes fiancés, c'est-à-dire des gens qui décident de se marier, pour nous leur conseillons l'abstinence pour la sécurité de la femme. Surtout pour la sécurité de la femme. Je dis la sécurité de la femme parce que pour des raisons morales et une femme que quelqu'un a goûté, il laisse une autre personne. Il y a d'autres personnes qui vont prêcher le contraire de ce que je dis. Ils vont dire, bon, d'aller au sexe avant. Mais pour moi, la raison est principale. Et d'ailleurs, ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, c'est que pour l'homme et la femme qui doivent se marier, ils doivent s'abstenir. Ils doivent rester sans sexe, sans se connaître. La Bible parle bien de sans se connaître. Et
et ça sécurise la femme. Ça sécurise la femme dans la mesure où on ne peut plus, on peut la respecter, comme elle avait dit tout à l'heure, la respecter dans la société, pour son respect, pour on ne puisse pas dire, quelqu'un ne peut pas la droiter pour dire, ah, celle-là, moi je la connais, une autre personne dit, celle-là je la connais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immoralité. Très bien. Alors, je sais qu'on a des dames ici sur le plateau. Alors, si vous... Madame Bérangère Pongui, et dites-moi, est-ce que vous êtes... C'est vrai que la communication, souvent, est beaucoup plus axée. On a l'impression que les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes par cette abstinence-là. Effectivement, comme le pasteur vient de le dire, quand une jeune fille s'abstient, elle est plus respectée. Parce qu'un homme, dans son mariage, un homme ne pourra pas dire... Cette jeune fille, je la connais, je l'ai connue et tout ça. Ben, ça concerne aussi les jeunes hommes. Pourquoi un jeune homme qui est sur les bancs, qui n'a pas de moyens, qui est à la charge de ses parents, en allant avec une jeune fille, la jeune fille pourrait tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'il fera? L'enfant et la femme seront à la charge des parents. De ses parents. De ses parents. Voilà, donc il est aussi important pour le jeune homme de s'abstenir. Et quand la jeune fille en question sera enceinte, il sera perturbé dans ses études, dans ce qu'il est en train de faire, parce que voilà, il n'aurait pas les moyens de prendre en charge la mère et l'enfant et tout ça pourra le perturber. Il y a des parents qui disent à leur fils, si tu vas et que la jeune fille tombe en grossesse, ce que j'utilise pour ta scolarité, je l'utiliserai pour la femme et pour l'enfant. Alors, si tu as un père ainsi, comme ça... on réfléchit un peu. Voilà, on réfléchit un peu. Voilà, donc ce que j'aimerais dire est que l'abstinence est autant importante pour la jeune fille que pour le jeune garçon. Voilà. Allez là. Oui, pour les deux, c'est dans notre société traditionnelle, c'est vrai que ce sont les femmes qui sont le plus visées parce que oui, une femme va garder une grossesse, la femme, elle a la responsabilité de l'honneur dans la famille et tout ça, sans oublier que c'est partagé. C'est d'ailleurs pour ça que nos jeunes garçons ont l'impression que chez eux, tout est permis, qu'il n'y a pas de compteur et donc on peut tout faire. Et dans leur pensée, ils amènent des jeunes filles comme le titre de ce jour, le clip du jour, ils amènent des jeunes filles par leur raisonnement à aller au sexe. Mais autant on doit éduquer la fille à l'abstinence, il faut également éduquer le garçon à l'abstinence. Parce que l'abstinence pour les adolescents vous permet de vous concentrer sur vos études. Aller au sexe avec tous les risques que ça comporte, les maladies sexuellement transmissibles, on l'a dit, la grossesse que votre partenaire peut choper et qui, une fois là, les parents, ce ne sera plus jamais pareil. Un enfant ne fait pas d'enfant. Donc, en tant qu'enfant, vous avez la responsabilité. Si vous décidez de faire d'enfant, c'est qu'on suppose que vous vous considérez comme un adulte et donc vous devenez responsable de vos actes. Si un enfant arrive, même si les parents décident de vous aider, ce ne sera plus jamais pareil puisque vous ne serez plus concentré dans vos études. Vous allez penser à la grossesse de la jeune fille, vous allez penser à l'arrivée de l'enfant. À un moment donné, même quand les parents vous soutiennent, vous décidez de laisser les études ou d'accompagner les études d'une activité qui vous permet de pouvoir subvenir aux besoins, de vous sentir également responsable parce que vous avez commis un acte responsable. Et donc, ce sont des facteurs, quand on les pèse, autant pour le garçon que pour la fille, c'est important de s'abstenir, de se fixer des objectifs, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi maintenant et quand est-ce que ceci pourrait rentrer dans mes priorités pour réussir ces objectifs de vie. Très bien. Alors, Nadège, vous qui êtes peut-être souvent en contact avec la jeunesse, avec les jeunes et autres, est-ce que vous avez l'impression que le message est toujours là? Alors, merci pour la question. J'avoue qu'à nous entendre, on est dans un monde de bisounours. Oui. Et j'ai bien envie, comme ça, de nous demander à nous-mêmes, quand on était jeunes, est-ce qu'on s'est abstenu? Je ne vais pas demander la réponse. Mais c'est une question que je nous pose. Parce que
on a fini de démontrer que l'abstinence est une bonne chose, Oui. alors même que dans le réel, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que ça ne se passe pas comme ça parce que justement, le ton que nous adoptons, nous en tant qu'Ellie, en tant qu'oncle, en tant que parent, c'est un ton, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Les jeunes sont curieux, c'est normal. Nous avons, bon, je ne vais pas dire que nous avons été jeunes, nous sommes toujours jeunes. Oui. nous avons Et été il n'y a plus pas curieux longtemps, on était à la place de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs. Et les gens sont souvent curieux. Lorsqu'on dit c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, aussi bizarre que ce soit, c'est la curiosité qui est attisée. On se dit, mais qu'est-ce qui est là? Et surtout que les hormones commencent pas à agir, on regarde les films à la télé, on voit comment des gens se sont mis ensemble et que dans le film, leur histoire est restée pour toujours. Parce que la réalité, c'est que aucune jeune fille ne couche pour coucher. Pour coucher ici, coucher là, non. Lorsqu'une femme, une jeune fille rentre dans une histoire, elle se dit, ah, je l'aime et c'est pour longtemps. C'est dans le processus qu'il y a maintenant cassure. Voilà. Donc, la réalité, elle diffère de ce que nous sommes en train de dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train de sensibiliser. Oui. Voilà. Mais il faut sensibiliser et je pense qu'il faut que nous ayons une sensibilisation active. Pas donner l'impression qu'on cache quelque chose. Pas donner l'impression à la jeunesse qu'on dissimule quelque chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, une jeune nièce qui vivait avec nous, et elle me disait, mais comment on fait pour avoir un bébé? Et je n'ai pas donné la bonne réponse. Parce que j'ai été sur le coup choquée par la... Elle avait quel âge? Elle avait 13 ans à l'époque. J'ai été sur le coup choquée par la question. Et mon subconscient m'a renvoyé ce que les parents disent habituellement. Oh, pourquoi il donc? Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la bonne attitude que j'ai eue. La bonne attitude, c'est d'éduquer l'enfant sexuellement. La bonne attitude, c'est de parler de sexualité avec l'enfant de la même façon qu'on lui parle de l'histoire du roi Béanzin, qu'on lui parle de Kaba, qu'on lui parle des héros de notre pays. Il faut qu'il sache, parce que lorsqu'il sait, ce n'est plus rien d'obscur. Je vais vous dire quelque chose. Un exemple de la façon dont, sans le dire, mon père m'a aidé à pendant longtemps m'abstenir. On vivait à Parakou dans le Nord. Et dès l'instant qu'il a constaté que j'ai commencé par devenir pubère, mon père m'a dit, si quelqu'un t'invite, invite-le chez toi. Ma cour est grande. Il peut accueillir tout le monde. On est une fratrie de 6 enfants. On est 5 filles, un garçon. Wow. Et mon père le dit souvent, c'est pas parce que j'ai fait des filles que je n'ai pas fait des enfants. Au contraire. Et il nous disait, ma cour est grande. Si quelqu'un t'invite, invite-le chez toi. Il y a de la place. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse croire qu'il y a un avion sous son lit. Et il va te dire de te baisser. Pour prendre l'avion. À l'époque, ça me faisait rire. Oui. Mais les garçons venaient chez nous. Dans une journée, je pouvais recevoir 4 visites. On causait, on discutait, ils partaient. Mon père était sur la terrasse, il saluait, il regardait. Le temps des discussions, toi-même, tu t'aperçois que bon, celui-là, c'est juste un plaisantin. Ou bien il n'a pas l'intelligence que tu recherches. Ou bien il n'a pas le verbe que tu recherches. Ou bien. Et le temps faisant, le tamis est naturel. La plupart des enfants tombent dans la sexualité. Je ne dirais pas enfants, la plupart des jeunes tombent dans la sexualité de façon précoce pour échapper aux parents. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les enfants tombent dans la sexualité pour échapper aux parents parce que les parents passent le temps à les insulter, les parents passent le temps à les suspecter, les parents passent le temps à leur prêter des intentions et puis l'enfant il est pressé d'aller écouter ce que dit l'extérieur comme un échappatoire. Il ne se rend pas compte automatiquement que c'est un grand risque qu'il attend dehors. Il y va pour échapper à l'atmosphère insupportable qu'il y a à la maison. Et donc, la parenthèse agréable, c'est que mes soeurs et moi, on a fait nos études facilement. Il n'y a pas eu de grossesse non désirée, d'avortement. Tout le quartier criait, ah, ces enfants-là, ces filles-là, c'est un aller-retour. Mais pendant ce temps, pendant que nous, on considérait notre papa comme un ami, il voyait tout, on codait de tout, on rigolait de tout. On voyait à côté, en face, des jeunes filles de 16 ans, 18 ans, qui tombaient enceintes, qui abandonnaient les bancs, etc. Dans ma maison, le plus petit diplôme, c'est la licence. Le plus petit diplôme, c'est la licence. Et donc, c'est des astuces que je donne aux parents
Parce que oui, parfois nos enfants peuvent être des êtres inconnus. Je dis comment je vais faire. Oui, absolument. Et ça me fait une belle transition avec madame. D'ailleurs, je me demande comment vous faites avec vos enfants. Qu'est-ce que vous leur dites? Je n'ai pas d'enfants adolescents. Voilà, oui. ils sont même encore... si on dit que la sexualité commence, s'ils commencent déjà par poser des questions, la sexualité commence un peu plus tôt. Oui, un peu plus tôt. Bon, exactement. Je vais donner une anecdote. Oui. J'ai une petite fille de 4 ans et un bébé de 2 ans. D'accord. Et il y a un ami. Bon, un jour, ma fille me demande, mais maman, pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que l'autre a? C'est mon ça, petit le frère garçon. a. Et un jour, son ami est venu à la maison et il est allé uriner. Elle s'est arrêtée là, elle a regardé. Après, elle est venue me dire, maman, mon petit frère a la même chose que l'autre. Donc, c'est ce que les garçons ont. Et elle a commencé, alors papa aussi a ça. Et le papa du petit a ça. Voilà, ça va. Bon, voilà, c'est là que commence la sexualité. J'étais obligée de lui dire qu'effectivement, les hommes, les garçons ont ça et les filles ont ça. Voilà. Donc, comme on le dit, c'est depuis le bas âge. Absolument. On peut pas, aussi paradoxal que soit l'argumentaire de Nadège, parfois, très souvent, on a fustigé la façon dont nos parents nous ont éduqués sexuellement, mais on reproduit exactement la même chose. On passe, je me souviens, bon, c'est inné, c'est naturel. Quand je vois de petites filles ou de jeunes filles, de filles plus jeunes que moi, quand je veux parler de sexe, naturellement, c'est de façon négative, quoi. Vous êtes carré, non, c'est pas bien, non, on ne fait pas comme ça, nous. On a l'impression, nos parents disaient ça, nous, et puis à un moment donné, on se disait, mais qui est-ce qu'elle veut bluffer nous? C'est parce qu'on n'était pas dans leur temps pour savoir. Mais on reproduit la même chose, pourtant, sachant que ça ne nous a forcément pas aidés. Dans notre temps, c'était systématique. On avait peur des parents et puis il n'y avait pas Novelas, il n'y avait pas les réseaux sociaux où on voyait déjà tout. Oui. Aujourd'hui, avant même de se rendre compte que ta soeur ou ton enfant a grandi, il commence par te poser des questions sur la sexualité. Tu le vois, tu l'entends parler de sexualité, tu sens la curiosité sur la sexualité. Et quand nous, parents, on ne commence pas par se dire « Ah, c'est le moment », qu'on laisse le temps passer, qu'on pense qu'on a tout le temps ou qu'on reste là à dire… Quand l'enfant commence pas à être rebelle, l'adolescence, on dit « C'est parce que tu fais la même chose que moi, c'est parce que tu as commencé par goûter ». Et il y a des enfants… Surtout les mamans, oui, on parle de nous les femmes, nos femmes. Et il y a des enfants pour qui, même quand c'était pas l'intention, la fille va se dire, voilà, pourquoi ma mère passe tout son temps à me dire que c'est ça, alors que, bon, je ne l'ai pas fait. Si je le fais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si je le fais et que rien ne se passe. Et comme ça, on commence par en discuter avec nos copines en classe. La copine va dire, ah, moi j'ai déjà fait, j'ai fait même plusieurs fois, rien n'est arrivé, je ne suis jamais tombée enceinte. Sur Internet, on sait comment faire pour éviter les grossesses, si ce n'est que pour la grossesse. Et donc, on crée inconsciemment l'envie chez l'enfant d'aller le faire. Et l'objectif aujourd'hui, l'abstinence, c'est une bonne chose, même si on revient pour dire que la façon d'éduquer nos enfants à l'abstinence n'est pas bonne. L'abstinence est une bonne chose et il faut qu'on trouve les moyens d'expliquer aux enfants pourquoi il ne faut pas le faire, quand est-ce qu'on pense que c'est mieux et pourquoi on pense que c'est à cet instant-là que c'est mieux pour eux. Oui. Alors, Olivier Angelo. Merci beaucoup. Je voudrais un peu recadrer le débat. Nous sommes en train de parler de l'abstinence. Et on a parlé aussi du sexe. On est en train de parler du sexe. Et ça varie d'une tranche d'âge à une autre. Et moi, j'ai suggéré la réadaptation des systèmes éducatifs. Je parle bien de réadaptation par rapport à ce que nous, on a vécu. Et aujourd'hui, comme elle a dit, il y a une éclosion, c'est comme il y a une éclosion. Et les jeunes n'ont plus besoin de faire 100 mètres pour faire de la découverte. Ils sont sur place. Ils sont sur place et ils font de la découverte. Donc, il faut réadapter
l'éducation et surtout en milieu religieux. Parce que quand on parle de la religion, c'est une entité sociale qui est appelée à gérer la cité, à enseigner, à éduquer. Donc, avant, on dit, bon, il faut ça, c'est ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, bon, les gens, par exemple, ont découvert des techniques pour se mettre à l'aise, pour se satisfaire. Donc, il faut maintenant réadapter. Il faut changer, en fait, la communication. Exactement. Et adapter. Parce que quand vous le dites, il y a la dernière fois, une femme qui s'est plainte à moi, elle m'a envoyé une vidéo. Et cette vidéo, dites-vous que ce sont ses enfants qui ont tourné la vidéo. Les enfants de 6, 5 ans. Le plus grand a pris le portable de la maman à son insu. Il a placé ça contre un mur, quelque part bien posé, pour avoir un bon plan. Et il déshabille le plus petit et il commence par faire des gestes, certainement qu'il aurait vu quelque part derrière son petit frère. Et elle était paniquée, elle m'a appelé, elle m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, écoute, elle dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire, tout ça. Elle dit, écoute, la première chose, c'est de supprimer cette vidéo et maintenant de parler aux enfants, de les discipliner. Donc, en fait, le sexe, pour eux, c'est de gauche à droite. Donc, ils ne savent pas comment le faire. Et je voudrais revenir sur l'abstinence qui est très importante. Mais on va se poser la question aussi, il faut se poser la question, on dit, l'abstinence comment? Parce que le sexe, c'est un besoin physiologique. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Voilà, donc c'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'abstenir? Moi, ce que je dis aux gens, si vous ne pouvez pas vous abstenir et que vous voyez que vous brûlez, mariez-vous. D'accord. Simplement, mariez-vous. Parce que si nous voulons faire la volonté de Dieu par rapport au sexe, le sexe, ça doit être utilisé dans un cadre bien défini, dans un cadre légal, dans un cadre divin, dans un cadre où chaque partie, quand il utilise son sexe, il doit s'attendre à un résultat. Ouais. Oui, Nadège. Je voulais opiner par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a l'abstinence sur plusieurs plans. Je m'abstiens physiquement, mais est-ce que mon esprit s'abstient? Est-ce que parce que je suis un jeune homme et que je ne touche pas un homme, ça veut dire que je m'abstiens? Aujourd'hui, il y a la masturbation. Aujourd'hui, la masturbation se pratique aussi bien par les jeunes hommes que par les jeunes femmes. Oui. Je connais des situations où la jeune fille étant d'une famille musulmane, les parents ayant exigé qu'elle aille vierge au mariage, cette jeune fille-là, elle pratique le sexe. Mais le sexe anal en fait. Elle pratique le sexe anal. Vous voyez un peu? Je pense qu'il faut nous-mêmes nous rééduquer. Il y en a qui pratiquent le sexe vraiment. Et avant de rentrer, c'est par exemple en Europe, ils font de la chirurgie. Oui. Ils font de la chirurgie. Oui. Voilà. Tout ça pour dire en fait que quand l'esprit est corrompu, il ne sert à rien qu'on veuille dire que le corps. C'est d'abord sur l'esprit qu'il faut travailler. Parce que tout à l'heure, quand vous brûlez, vous allez vous marier. Oui, ça c'est à un certain âge, on ne va pas demander à un enfant de 6 ans, de se marier. On ne va pas demander à un enfant de 10 ans de se marier. Et pour prêter l'exemple que vous venez de donner, les enfants, ils ont 6 ans. Je voudrais dire aussi aux parents, il ne sert à rien de faire plein d'enfants quand vous êtes rentrés couchés. Oui, vous forcez les enfants. Non, en fait, vous parlez d'abstinence sexuelle, mais il y a des ramifications. Il y a des choses qui conduisent à ça. Lorsque, par exemple, l'enfant, il regarde des télévisions, chez moi, j'essaie au maximum d'interdire certains dessins animés. Parce qu'aujourd'hui, même dans les dessins animés, il y a du sexe. Même dans les dessins animés, on tolère, on accepte l'homosexualité. Même dans les dessins animés où vous voyez deux jeunes filles qui s'embrassent, deux jeunes garçons qui s'embrassent, l'enfant regarde et il ne sait pas, mais psychologiquement, il est exposé et après il se retrouve. Je pense que oui. On doit avoir quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais bien et chez vous? Très bien, merci. Docteur Félicien Edouard, c'est bien cela?
Oui. Alors, merci d'être avec nous en ligne sur cette émission. Vous êtes médecin dans la santé de la reproduction et on parle abstinence sexuelle aujourd'hui et nous étions en train justement de parler des avantages. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'on peut retenir, docteur Félicien Edon? D'abord, bonjour le plateau. Bonjour, docteur. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'expliquer certaines réalités à nos populations. D'abord, il faut comprendre que l'abstinence sexuelle, c'est le fait de stopper les rapports sexuels pendant une durée plus ou moins longue. Oui. Ça peut être pour des raisons religieuses, sociales ou des raisons médicales. Quand on parle de l'avantage, chez généralement la femme, il y a beaucoup plus d'avantages que chez l'homme. D'accord. Alors, chez la femme, lorsque la femme a une infection sexuellement transmissible, qu'on a mis la femme sous traitement, généralement, on demande de pratiquer l'abstinence pendant le traitement. Oui. Ou en cas où on a fait une fausse couche ou une interruption volontaire de grossesse, on nous demande également une abstinence de quelques semaines ou mois, le temps que l'utérus se cicatrise comme il le faut. D'accord. Alors, également après l'accouchement normal, également il faut une période d'abstinence pour pouvoir permettre la cicatrisation complète de l'utérus. Selon situations qui ont accompagné l'accouchement où il y a des complications ou pas, la durée de l'abstinence sera définie en fonction de ces réalités pendant l'accouchement. On revient maintenant aux conséquences. Donc, disons d'abord que l'avantage chez l'homme, il n'y en a pas vraiment. Ah bon? Il n'y a pas vraiment d'avantage, il n'y a pas d'avantage chez l'homme direct, c'est la partie nationale. En dehors, que s'il y a une infection seulement transmise également chez lui, et sans juger cette infection-là, il faut vraiment s'en occuper. Là, on peut demander une abstinence totale au sein du traitement. Très bien. Mais s'il n'y a pas d'avantage pour l'homme, comment on fait pour sensibiliser les jeunes hommes pour demander donc qu'ils s'abstiennent jusqu'à un certain moment, jusqu'au mariage? Oui, ça c'est très religieux. Oui. Ça c'est une abstinence pour des raisons religieuses. Et la religion, elle comptait parfois, mais ça ne compte pas parfois. Très bien. Maintenant, chacun fait son choix dans cette situation. Mais ce qui est bien, c'est que chacun n'est pas prêt à assumer les conséquences quand les conséquences vont se présenter. C'est un choix personnel. Très bien. Alors, étant donné qu'on vous a en ligne, vous pouvez rapidement nous brosser les conséquences, pourquoi pas, ou bien vous nous revenez le temps qu'on continue nos discussions sur le plateau. Bon, comme je suis déjà là, je vais en même temps l'aborder. Oui. Chez la femme, je vais commencer par la femme. Oui. Vous avez d'abord une femme qui pratique une abstinence plus ou moins longue, va entraîner un amincissement de la paroi de son vagin. D'accord. Et quand on parle d'amincissement, c'est que l'épaisseur du vagin commence à diminuer. En même temps, diminuer toutes les glandes qui favorisent la lubrification du vagin également. Et ce qui fait que la lubrification a forcément un coût. Lorsqu'elle va se décider finalement de revenir au fait, c'est toujours difficile et toujours douloureux à cause du CPS vaginal. En dehors de ça, il y a également une baisse de la libido. Déjà, pour les femmes, une vie sexuelle n'est pas comme les hommes. Pratiquer l'abstinence va diminuer cette envie d'aller au fait chez les femmes. Donc, plus elles mettent du temps pour pratiquer l'abstinence, plus la libido baisse. D'accord. En dehors de ça, nous avons également les stress qui augmentent, parce que l'hormone du stress, c'est le cortisol, et l'hormone de la sécrétion, c'est la cytocine et les endorphines. Ce sont les hormones qui bloquent la sécrétion du cortisol ou contrôlent la sécrétion du cortisol, ce qui fait que lorsqu'il y a une abstinence, la concentration du cortisol augmente s'il le faut, le stress est énorme, et également, pour moins de situations, la femme peut se mettre en colère facilement. C'est lié à son abstinence, c'est lié à l'augmentation du cortisol dans le sang. Très bien. Vous avez également l'élévation des chiffres fonctionnels, qui est arrivé chez certaines femmes. Il y a une augmentation de la tension artérielle, c'est-à-dire que les femmes qui ont déjà un paquet de risques cardiovasculaires, lorsqu'ils pratiquent en plus d'abstinence, ça peut facilement augmenter les chiffres fonctionnels et les transformer en effet sanguin.
Il y a également des rapports sexuels qui participent au renforcement du système immunitaire, à la sécrétion des immunoglobulines. Donc, en cas d'abstinence, les immunoglobulines sont plus sécrétées et ça baisse l'immunité et facilite l'installation des bactéries, des virus. Les gens de personnes font souvent des trucs à répétition. D'accord. Fait que les immunoglobulines type A ne sont pas sécrétées, c'est ce qui fait que les virus ont la facilité de s'installer et de se développer. Il y a également un manque de confiance en soi. Parfois, lorsqu'on passe une période extrêmement longue de l'abstinence, on revient à la charge, on se demande si vraiment on est à la hauteur, est-ce que vraiment on est encore capable. Quand ça commence pas à s'installer, la personne fait totalement confiance. Alors, docteur, avoir toutes ces conséquences, surtout pour la femme, quel est l'âge limite? Je pense, on ne va pas parler d'âge limite peut-être, mais l'âge idéal auquel on demande quand même, la femme peut aller à l'acte sexuel, ou bien doit aller. Alors, dans le développement sexuel de la femme, lorsqu'on passe sur la constitution de l'homme, il y a un développement qui est déjà établi depuis longtemps. Dans ce développement-là, la période où la femme doit aller au sexe est comprise entre 17 et 18 ans. Donc en moyenne, 17,5 ans, c'est-à-dire 17 ans et demi. Mais c'est hyper tôt, quoi. C'est cet âge-là qui est défini selon les recherches. D'accord. Prouver que la femme ou l'homme doit aller au sexe en cette période. S'il vient de franchir la période de l'adolescence, il rentre dans la période progressivement de l'adulte. Cette période demande alors que la femme soit dans l'acte sexuel. C'est pour ça que généralement nos parents se marient pratiquement à cet âge-là pour permettre à ce que les réponses sexuelles soient déjà dans le couple. Dans le couple. Avant de commencer. Très bien. Voilà. C'est généralement les raisons. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclairages. Et il y a quand même pour les dysfonctions au niveau chez les hommes. Oui. Il ne faut pas parler des femmes sans parler des hommes. Oui. Voilà. Et généralement, quand l'homme pratique la transaction, il vient de parler qu'il n'y a pas d'avantage. D'accord. Plutôt des conséquences. Plus l'homme pratique l'abstinence, plus également ça le libido baisse. Et malheureusement, chez l'homme qu'on a dit hier, il y a une dysfonction érectile qui va s'installer chez l'homme. D'accord. Plus la durée d'abstinence est longue, plus les problèmes d'érectile vont commencer à s'installer progressivement. Et tenez-vous bien, l'homme est beaucoup plus exposé au cancer de la prostate aussi par l'abstinence. Il s'abstient longtemps. Très bien. Et ensuite, le stress, la colère, la tension matérielle, l'humilité, le déconfiance en soi, ça permet tous les effets. Très bien. Merci, docteur. Pour le couple, oui. je ne vais pas en parler également parce que... Très bien, bon sur le couple, oui. Voilà, alors comme on est un couple qui l'abstinence s'installe, peut-être faute des disputes, faute des conflits, tout ça familial, religieux, tout ça là. Oui. Là, il y a une diminution de la sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le moment de l'attachement. Lorsque vous aimez et que vous pratiquez l'abstinence, plus vous pratiquez l'abstinence, moins l'ocytocine est sécrétée. Quand c'est moins sécrété, moins l'amour que vous portez l'un pour l'autre également augmente. C'est-à-dire ça diminue en fait. Donc l'attachement entre les deux conjoints prend un coup et baisse considérablement. Ça peut même arriver à un moment où l'un va subir ce changement qui ne ressent plus rien sur l'autre. Et généralement, les hommes ont une différence entre le sexe et l'amour. Oui. Ce n'est pas vraiment les sexe et la femme. Le sexe et l'amour ont une relation extrêmement liée. Très bien. L'homme peut déjà, le sentiment que l'homme ressent pour la femme qui déjà totalement disparaître, il est dans rien, il faut attendre le sexe, après le sexe il est parti, alors que la femme, pour elle, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà ce qui fait généralement une discordance, une malcompréhension entre les deux qui se domaine. Très bien. Voilà. Ce sera tout. Donc, merci docteur pour tous ces éclairages. On est beaucoup plus informés sur les avantages et les conséquences donc, de l'abstinence sexuelle. Merci et passez une excellente journée, docteur Félicien Indou. Oui. Nous venons donc de voir les avantages et les conséquences avec le docteur Félicien Indou de l'abstinence. Nadège Bignon, vous aviez la parole avant l'appel du docteur. Effectivement, j'avoue que j'ai énormément appris avec ce que le docteur a dit, donc je le dis. Merci. J'étais en train de dire qu'en fait, l'abstinence doit commencer par l'abstinence dans l'esprit. C'est pas juste de l'abstinence du corps qu'il est question, parce que si vous incitez quelqu'un à s'abstenir dans le corps, mais que dans l'esprit il n'est pas prêt, il va juste trouver le moyen
de vous échapper. Il va juste trouver le moyen de faire diversion. Et je parlais donc de masturbation. Aussi bien chez le jeune homme que chez la jeune fille. Je parlais de sexe anal. D'accord? Je parlais d'autres formes de sexe pour, entre guillemets, échapper au sexe tel que les parents voient. Donc, ce qu'il faut faire, c'est parler avec l'enfant. D'accord? Ne vous contentez pas de lui dire c'est mauvais. Dites-lui pourquoi c'est pas bon pour lui en ce moment-là. Communiquez avec l'enfant. Je sais que pour la plupart, les parents aussi ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Comme je le dis souvent, il n'y a pas une école pour être parent. Vous avez l'âge, vous faites les enfants et puis vous les élevez. Il est important que les parents aussi aient les bonnes informations, aient les bonnes méthodes pour pouvoir partager ces méthodes-là avec leurs enfants. Parce que, hélas, les choses changent rapidement. Comme le disait le pasteur, même sans bouger, vous avez les informations. Et la plupart du temps, c'est la mauvaise information que vous avez. Parce que justement, un adulte averti ne vous a pas aidé à faire le bon tri. Donc voilà. Très bien. Alors, aller au sexe tard, quand même, ça nous permet aussi, comme vous l'avez dit, d'éviter les chagrins d'amour. Quelqu'un l'avait dit, je ne sais plus si c'était faux, d'éviter les chagrins d'amour. Et on sait qu'à un certain âge, les chagrins d'amour, nous conduisent parfois dans le décor. Oui, c'est à croire, c'est regrettable, hein, c'est regrettable, c'est notre génération, c'est la réalité. C'est à croire aujourd'hui, et comme le disait Nadège, nous femmes, quand on va dans une relation, quand on va au sexe avec un homme, c'est dans l'intention que ça dure et que ça perdure. Mais on constate aujourd'hui, vous allez avec le premier, avec toute la conviction, la force, la motivation, que ce soit pour l'éternité. Bon, je dis ça pour la plupart. Hein. Il y a des filles aussi qui choisissent le sexe comme activité où on se donne plaisir, on passe de X à Y. Ça, je ne parle pas de ces personnes-là. Donc, on constate, vous êtes avec le garçon, vous vous promettez une relation sérieuse. Quelques jours après, bon, il s'est tapé une fille, il a changé d'objectif, de direction, et vous vous retrouvez seul. Vous avez déjà commencé. Dans l'attente, vous avez peut-être fait 1 an ou 2 ans ou des mois. Vous tombez sur un autre qui vous dit, oui, on va se marier. Vous vous lancez dedans. Vous commencez même pas à vivre ensemble parce que je sais qu'il y a des cultures, des communautés au Bénin dans lesquelles il faut vivre ensemble d'abord avant d'aller au mariage où la religion permet ça. Donc, on vit ensemble, on est allé au sexe, peut-être 1 an, 2 ans, on a tout expérimenté. Il n'y a plus rien à découvrir, on a envie de découverte. Le garçon, l'homme part encore et vous laisse. Vous êtes... Et inconsciemment, vous êtes, sans le vouloir, vous êtes obligé de faire plusieurs expériences. Ces expériences-là peuvent commencer tôt, comme elles peuvent commencer tard. Et donc, quoi qu'on dise, parfois ce n'est pas volontaire. C'est la réalité qui les y oblige, c'est l'environnement qui les y oblige. C'est pourquoi c'est important de sensibiliser autant les filles que les garçons. Qu'ils sachent qu'en prenant l'engagement d'aller au sexe, ils partagent bien plus que le corps. Ils partagent l'âme, ils partagent le spiritueux. On le dit traditionnellement chez nous, quand vous allez à l'acte, il y a cette connexion qui reste à vie avec la personne. Il y a des choses qui peuvent passer par là également avec la personne. Donc vous perdez une partie de vous, de votre âme, parce que vous avez partagé l'âme avec cette personne. Ce sont des réalités sur lesquelles peut-être il faut se fonder pour dialoguer avec les enfants et leur expliquer en quoi il est important. On ne peut pas connaître le fond d'une personne, même si on s'engage, on peut dire oui, c'est le bon. C'est peut-être pour les filles, avant on disait je veux que le premier soit le dernier. Avant c'était ça, même si maintenant ce n'est pas ça, que le premier soit le dernier, mais pour beaucoup le premier n'a jamais été le dernier. Et parfois on fait 3, 4 expériences, ce n'est pas volontaire. Mais si on peut s'abstenir, je le disais hors antenne, désormais on dira sexe égale mariage. Oui, sexe égale mariage, comme l'a d'ailleurs proposé le pasteur Olivier Aongino. Oui, excusez-moi. Je voudrais qu'on admette d'abord que l'humanité souffre d'un problème. Et ce problème, c'est l'utilisation, c'est la sexualité au niveau des adolescents
la sexualité au niveau des jeunes, la sexualité au niveau des enfants. Et quelles sont les tranches d'âge? Quel est l'âge qu'il faut avoir pour pouvoir faire de la sexualité? Bon. S'abstenir jusqu'à quel âge? Je pense que le docteur tout à l'heure nous a un peu plus éclairé sur le sujet. Exactement. Donc, le problème maintenant, à ce problème, il faut trouver des solutions. Il ne faut seulement pas dire qu'il faut s'abstenir et ne pas expliquer comment s'abstenir. Et ne pas expliquer, dire aux gens, aux enfants, aux adolescents, quelles sont les conséquences ou quels sont les bénéfices de l'abstinence. Comment s'abstenir, surtout comment s'abstenir. C'est ça le véritable problème. On va partager les astuces tout à l'heure, comment s'abstenir. Mais en attendant, on parlait du couple également, que l'abstinence peut intervenir dans le couple aussi. Ça peut être un choix qui est fait, vous nous l'avez un peu dit un peu plus tôt, le choix peut-être de régler certains conflits dans le couple. Si on s'en tient aux avantages ou aux conséquences énumérées par le médecin, on l'a dit, dans nos langues, on entend souvent titiller les femmes le matin, on dit, et quand tu vois l'humeur d'une femme le matin, tu peux imaginer déjà comment a été la vie ou qu'est-ce qui se passe dans son couple. Le médecin l'a dit, s'abstenir pour la femme a des conséquences, même si ce n'est pas physique, c'est beaucoup plus psychologique. Le stress, l'anxiété, la tension artérielle qui peut s'élever, tout ça. Quand on est en couple, on peut, parce qu'on a des situations, parce qu'on a décidé, et les Blancs, bon, il y a un terme consacré, on dit, on peut décider de faire séparation de corps. On est dans le couple, on fait une pause, un break pour réfléchir parce qu'il y a une situation qui ne va pas, donc on ne partage pas. Mais il y a également de ces situations où ce n'est peut-être pas la femme qui décide ou ce n'est pas l'homme qui décide, que ce soit l'abstinence. L'homme n'est plus disponible pour sa femme, elle est là, elle ne fait que préparer, manger, espérer son mari qui trouve qu'elle n'est plus attirante, qu'elle ne fait plus l'effet qu'il veut, qu'il a toujours voulu. Ça peut être l'homme qui n'est plus sexuellement actif, qui a une impuissance ou une faiblesse sexuelle et donc contraint la femme à s'abstenir le temps. Il y a également dans le couple ces facteurs-là qui peuvent amener à l'abstinence. Maintenant, quand on est dans le couple, on dit tout ce qui se fait dans le couple est sain. Quand on est dans le couple, qu'on n'a pas de problème, je ne vois pas pourquoi on devrait s'abstenir si le sexe contribue à l'harmonie dans le couple, à la consolidation des relations. Madame Kwanki, l'abstinence sexuelle dans le couple. Ok, l'abstinence sexuelle dans le couple, s'il y a un cas de maladie, le couple peut s'abstenir. Soit monsieur est malade ou madame est malade, les deux peuvent s'abstenir. Si madame vient de mettre au monde un enfant, il y a une période à observer avant d'avoir encore des relations sexuelles. Donc, c'est cela. Nadège? Oui. Oui, l'abstinence. Dans le couple. Oui. Je crois que Alilat et madame en ont déjà largement parlé. En cas de maladie, il faut s'abstenir. Et donc là, c'est une décision conjointe dans le couple. C'est les deux qui décident de s'arrêter. Ça peut être aussi un moment de prière. On décide que par rapport à un objectif que nous avons, par rapport à ceci que nous voulons atteindre, c'est bon pour nous en ce moment-là de ne pas aller au sexe. Voilà. Ce que j'appelle l'abstinence forcée, c'est lorsque monsieur ayant des allers-retours dehors prive son épouse de sexe. Ce que j'appelle aussi l'abstinence forcée, c'est le mauvais sexe. Parce que vous parlez de sexe, encore faudrait-il que le sexe soit bien fait. Vous voyez un peu, il peut arriver que vous mangez et que vous ayez de l'indigestion. Vous voyez un peu, vous mangez, mais ce que vous avez mangé là, c'est mauvais. Ça ne passe pas. Vous mangez, et ce que vous mangez là, vous avez mangé sans appétit. Vous avez la même sensation que celui qui n'a rien mangé. Donc, il arrive que les hommes, pour la plupart, parce qu'ils voient dehors, ils négligent la femme, soit parce qu'elle est enceinte.
soit parce que moi j'ai eu une amie qui, parce qu'elle avait eu un pied cassé, elle avait comme une fracture, son époux a trouvé anormal de coucher avec elle. Dans sa tête, ça ne passait pas de faire l'amour avec son épouse qui a le pied cassé. La dame est restée dans le plâtre pendant 4 mois. Il compatissait. Il y a eu la période de rééducation. Donc environ 6 mois. Alors vous imaginez un peu. Et la dame se plaignait. Elle ne se plaignait pas du manque du sexe, mais c'est que c'est le rejet qu'elle ressent du fait que parce qu'elle a un handicap temporaire, son mari ne puisse pas l'approcher. Et elle me disait souvent, mais Nadège, et si je touche du bois, et si c'était quelque chose qui allait rester longtemps? Est-ce que c'est comme ça que ça se passerait? Donc voilà, il y a l'abstinence forcée aussi dans le couple. Monsieur, recadrez-vous. Très bien, monsieur, recadrez-vous. Alors, justement, par rapport à cette abstinence aussi, tout à l'heure, Madame Kwangi, vous disiez que la femme, jusqu'au mariage, trouvait un boulot et autres. Aujourd'hui, est-ce que c'est réellement possible de le faire, disons, après s'être installé, peut-être normalement, après être, disons, en quelque sorte indépendant financièrement et savoir que oui, aujourd'hui, je peux me prendre en charge comme il le faut? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'on peut s'abstenir après avoir atteint tous ces objectifs Avant, jusqu'à ce niveau. Oui. Ah, jusqu'à ce niveau. Oui, effectivement, on peut s'abstenir. Dans la mesure où l'abstinence, le sexe, je dirais, le sexe n'est pas un besoin vital. Donc, on peut s'abstenir. Il faut prendre la décision. Il faut décider de s'abstenir. Ce que j'aimerais souligner est que les parents ne doivent pas imposer l'abstinence à leurs enfants. D'accord. Voilà. Il faudrait que la mère éduque sexuellement la fille, sa jeune fille. Il faut qu'elle lui donne les avantages, le bien fondé de l'abstinence avant le mariage. Et pousser, je dirais, donner les avantages en vue d'influencer le choix de la jeune fille. C'est à la jeune fille de choisir, de s'abstenir. Et quand on fait un choix, quand on se fixe un objectif, je pense qu'on se donne les moyens de les atteindre. Alors la jeune fille qui décide de s'abstenir n'ira pas se lier d'amitié avec des copines qui ont déjà connu une dizaine d'hommes. Bon, et si elles étaient déjà ensemble avant que ça ne se passe, elle ne va pas les rejeter parce que c'est arrivé. Non, elle ne les rejettera pas. L'éducation, c'est la base. Voilà, c'est depuis toute petite. La mère doit développer la confiance, la complicité avec l'enfant. Dans la période de pré-adolescence, elle peut parler de sexualité à son enfant. Voilà. Et en classe, vous êtes à l'école, la jeune fille saura celles qui sont pour le sexe avant le mariage et celles qui sont contre le sexe avant le mariage. Elle n'ira pas faire copine avec ces filles-là. Elle saura choisir ses amis. Et à la maison, il faudrait que la maman contrôle toujours. Parce qu'on ne fait pas un enfant pour en faire. Quand on fait un enfant, il faut savoir que c'est une grande responsabilité. Il faut suivre la petite fille depuis le bas âge, la préadolescence, l'adolescence, jusqu'à ce qu'elle finisse ses études et ait un boulot et aller se marier. Tout à l'heure, la dame a parlé des programmes télévisés. Voilà, quand on est enfant, on dit il y a des chaînes dites pour enfants. Oui. Mais on ne laisse pas un enfant devant la télévision sans contrôler au préalable ce que cette chaîne-là diffuse. Voilà, parce qu'il y a des chaînes, je ne dirais pas... On ne va pas les citer, mais il y a quand même des programmes qui ne sont pas adaptés. Oui, des programmes qui ne sont pas adaptés, mais on parle de chaînes d'enfants. Et souvent, ces chaînes-là diffusent des films qui montrent la sexualité. Donc, une maman qui n'a pas le temps, à la maison, elle laisse l'enfant devant la télévision. Elle ne sait même pas que, il y a une émission qui passe sur une chaîne-là, une jeune fille qui a une grande sœur, qui a déjà un copain, et à chaque fois en train de s'amouracher, en train de s'embrasser. Je sais que les mamans qui ont déjà suivi cette chaîne-là. Oui. Oui, on montre cela. Et dans l'inconscient de l'enfant, c'est vrai que l'enfant ne cherche pas à faire cela, mais l'enfant enregistre. Et vous savez que nos enfants apprennent par mimétisme. Les enfants apprennent par mimétisme. Ils essaient de reproduire ce qu'ils voient. Leurs parents faire, la télévision faire, et tout ça. Donc l'enfant, je dirais quelque chose, j'étais quelque part,
et une petite fille à qui on mettait tout le temps cette chaîne-là. Et elle avait un petit copain dans la maison. Oui. Et quand il n'y a pas d'adulte, c'est la petite fille qui attire l'enfant, et ils vont se cacher quelque part, ils commencent à se toucher, à faire ces choses-là. Et bon, on se dit qu'on veut distraire l'enfant, on ne prend pas la peine de contrôler ce que ces chaînes-là montrent à nos enfants. Et à l'âge d'adolescence aussi. Bon, la jeune fille qui fait le choix de s'abstenir n'ira pas se mettre devant la télévision pour suivre des scènes érotiques, nos télénovelas qui passent à longueur de journée. Quand tu décides de t'abstenir, il faut se donner les moyens. Les moyens de sa politique. Voilà, les moyens de sa politique. Tu ne vas pas aller regarder chaque 19h ou 18h30 les télénovelas qui montrent des jeunes gens qui sont tout le temps en train de s'embrasser. Tu auras l'envie. Tu auras l'envie. Donc, il faut se donner les moyens. Il faut que le choix soit volontaire, qu'on n'oblige personne, mais qu'on explique à la jeune fille ou au jeune garçon le bien fondé de l'abstinence et influencer son choix. C'est vrai, on ne lui impose pas, parce que quand on impose à la jeunesse, ne fais pas ci, ne fais pas ça, bon, dans l'adolescence, on a tendance à faire ce que maman dit de ne pas faire. Donc, il faut influencer son choix, le choix de l'enfant, en lui disant que l'abstinence est une bonne chose, ceci, cela. Quand tu arriveras au mariage pucelle, ça fera ta fierté, ça fera l'honneur de tes parents, ton mari sera fier de toi. Et comme cela ne court pas les rues maintenant, comme je dirais la jeune fille qui arrive au mariage vierge, ça ne court pas les rues, il faut montrer à la jeune fille que si elle réussit à réaliser cela, elle sera une perle rare. Il y a que les femmes rêvent toutes du prince charmant et qu'on pense que quand on tombe sur un qu'on considère comme le prince, qu'il nous convainc d'aller au sexe parce qu'il va nous épouser, bon, on s'y adonne. Parlant de parents, je voudrais ouvrir la parenthèse sur les parents qui font des enfants et qui ne s'en occupent pas du tout. Les enfants sont obligés d'aller au sexe, de faire du sexe une activité pour pouvoir se prendre en charge. Et vous voyez, dans ces cas-là, quoi qu'on dise, c'est vrai, le sexe n'est pas la solution. Il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. Mais ces enfants-là, tombant dans la facilité pour pouvoir gagner très vite, ces parents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire si vous-même, en tant que parent, vous n'assumez pas votre responsabilité? Il y a les dessins animés. Mais quand on me demande, est-ce qu'on peut s'abstenir jusqu'au mariage? Oui. Je dis, il faut considérer nos réalités. Avant, on sait comment on allait au mariage. Aujourd'hui, on a été à l'école jusqu'à la licence, entre 22 et 24 ans, 19, 24 ans. Oui. On a le master qu'on vise. On attend que ce soit notre prince charmant qui arrive. On attend d'être financièrement équilibré parce qu'en tant que femme, on ne voudrait pas être à la charge d'un homme, ou en tant qu'homme, on voudrait pouvoir assumer pleinement les responsabilités qu'implique avoir une femme et des enfants. Donc, si je considère que de plus en plus, on va au mariage entre 25 et 30 ans et que pendant ce temps, on ne prend pas les dispositions de sa politique, qu'on regarde excusez-moi d'utiliser le terme, qu'on regarde les Kama Sutra, qu'on regarde les films porno, aujourd'hui ça passe de téléphone, il y a même des jeunes qui créent des groupes de sexe, on vous met dedans à l'école, vous sortez, on vous dit vous n'êtes pas à la mode, et l'influence de nos camarades de classe, l'influence à l'école, l'influence de la société, on fait tout pour vous démontrer que, comme le dit le clip, pour vous démontrer que vous n'êtes pas à la mode, que c'est d'une autre époque, qu'on n'a pas besoin, que aller au sexe n'a rien à voir avec ne pas travailler à l'école, que ça vous permet une fois dans le couple d'être expérimenté. Et je profite pour ouvrir une parenthèse, il y a des couples aujourd'hui dans lesquels les femmes se plaignent que leur mari les accuse de ne pas être expérimentés.
Il y a des hommes également qui accusent leurs femmes de ne pas être expérimentées, qui sont obligés d'aller dehors chercher celle qui est plus expérimentée parce que toi, tu décides de moins faire, et de t'abstenir peut-être jusqu'au mariage ou jusqu'à un certain âge. Tu as fait, puis tu as décidé de t'abstenir pour celui qui va t'épouser. Et ce dernier, au lieu de t'encourager, de féliciter, de reconnaître l'effort, même si c'est d'abord pour ton bien, il vient te jeter à la figure que, bon, ce que les autres font, la position comme ça qu'on adopte, et puis toi, tu ne veux pas adopter cette position, tu es une vieille, quoi. Vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Il faut considérer son environnement, il faut considérer ses objectifs de vie. Quand on va à l'école, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Le médecin l'a dit, déjà à partir de 17 ans, tous, nous avons envie de faire une expérience d'être sexuellement actifs. Mais est-ce pour autant que ça fait partie de nos priorités? Est-ce pour autant, si on doit le faire, on ne va pas prendre, on va pas mettre des gants pour ne pas tomber enceinte, attraper une maladie sexuellement transmissible et tout? Très bien. Merci beaucoup, Alilatou, pour ces détails. Alors, je voudrais quand même revenir un peu à vous, Bérangère Pangui. Par rapport aux jeunes filles qui sont, étant donné que vous êtes dans les écoles primaires, bien secondaires? Secondaires, très bien. Est-ce que vous en discutez et comment réagissent justement, que ce soit jeunes filles ou jeunes hommes? En situation de classe, on ne peut pas discuter de ces choses. Mais après la classe, bon, je me souviens en classe de seconde, dont il y a une année où 2 ans de cela, une jeune fille m'avait approché pour me dire, madame, il y a tel qui souhaiterait avoir des relations sexuelles avec moi. Voilà. Quand la jeune fille se rapproche, bon, vous pouvez lui donner des conseils dans ce sens. Mais bon, généralement, quand on finit le cours à 8 heures, on a encore cours à 9 heures. Donc on n'a pas, voilà, chacun est pressé. Mais quand la jeune fille se rapproche de toi, tu peux lui donner les conseils d'usage. Voilà. Très bien. Alors, parlons justement, vous voulez réagir? Très bien. Alors, parlons justement de cette abstinence-là, dans le mariage, abstinence forcée, on en parle tout à l'heure. Et pasteur, vous posez la question de savoir comment justement rester abstinent, même si on prend la décision aujourd'hui de dire que, bien, finalement, je reste abstinent pour un certain nombre de raisons qu'on aurait pu énumérer ici ce matin. Comment y arriver? Ok, très bien. Comme Nadège l'a dit tout à l'heure, le combat se passe d'abord dans l'esprit. C'est un combat d'abord spirituel. C'est dans le mental, où tu prends une décision et tu te donnes maintenant les moyens pour pouvoir respecter cette décision. Il faut l'avouer, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas impossible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le fait de prendre la décision, de te donner les moyens. Je parle bien de te donner les moyens pour pouvoir le faire. Quel moyen, par exemple? Oui, je voudrais donner mon exemple. Il fut à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de pratiquer l'abstinence. Et de ce fait, je ne voudrais pas rester dans une location où j'ai la facilité d'avoir des jeunes filles qui vont venir vers moi. D'accord. Donc, il y a des types de locations la facilité. Non. Rester quelque part, moi seul, livré à moi-même. D'accord. Donc, je voudrais rester quelque part où je n'ai pas la possibilité de recevoir voilà, exactement. Facilement. C'est-à-dire, rester, et là, je suis reparti chez mes parents, m'installer chez mes parents, pour que tout le monde puisse voir, il y a une fille qui est entrée, c'est ça. Donc, les yeux sont sur moi. D'accord. Vous comprenez? Donc, et ça, c'était un moyen que moi, je m'étais donné pour pouvoir vivre mon abstinence et facilement. Comme ça, vous n'avez plus la possibilité, en réalité, de exactement. Et tu peux, si tu vis seul, si tu es livré à toi-même en tant que jeune, en tant qu'adolescent, et que tu es seul, que ça te permet, ça te facilite, bien ça t'empêche de pratiquer l'abstinence, alors de ce fait, tu peux inviter quelqu'un à vivre avec toi, un de tes amis ou une de tes soeurs, et là, ça t'empêche de facto à amener une femme chez toi. C'est des moyens en fait, c'est des techniques. Voilà, que tu peux, en tant que, c'est valable pour la jeune femme, c'est valable pour le jeune garçon, l'adolescent, où tu décides, tu prends une décision
d'exercer, de pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage. Et tu te donnes des moyens. Tu t'empêches de certaines libertés. Il y a certaines choses, certains films que je ne regarde pas. Il y a certains endroits que je ne fréquente pas. Et il y a aussi certains amis, certaines copines que je ne fréquente pas. Parce que je suis sûr que si je les fréquentais, voilà, exactement, je serais tenté. Il y a certains numéros que j'efface de mon téléphone, que je bloque de mon téléphone pour m'empêcher de pouvoir briser cette règle que je me suis donnée. Vous avez tenu combien de temps? J'ai tenu pendant 2 ans et après je me suis marié. Et dites-vous, moi personnellement, j'ai eu la grâce, je parle de grâce, de tomber sur une femme qui, elle aussi, pratiquait l'abstinence depuis 10 ans. Intéressant. Nadège, comment rester, oui. Je dois opiner par rapport à quoi? Non, comment rester abstinent si vous avez autre chose à compléter? Je n'ai pas grand-chose à compléter, à part le fait que ça doit être un choix. Ça doit vraiment être un choix. Et je ne voudrais pas qu'une jeune fille tombe dans un piège. Tu t'abstiens d'abord pour toi-même, pour tout ce que ça va t'apporter de bon. Je vois des femmes qui, par un concours de circonstances, ayant été touchées par un homme, se disent, je l'épouse, c'est lui que je vais épouser. Point bas, j'ai décidé que la personne qui allait, je ne sais pas si j'en ai fait une digression, mais c'était important pour moi de le dire, des jeunes filles qui se disent, je vais aller vierge au mariage, c'est une très bonne chose. Donc elle s'abstient. Par un concours de circonstances, elle va au sexe avec quelqu'un. Et elle dit, c'est lui que j'épouse. Et des jeunes femmes se retrouvent dans des histoires où elles sont battues, elles sont méprisées, elles sont trompées, elles vivent des choses pas possibles. Mais comme c'est lui qui m'a touchée, premièrement, c'est lui que je vais épouser. Vraiment, ma soeur, je veux te demander de ne pas aller à cet extrême-là. L'abstinence est une très bonne chose. On vient de démontrer tout ce qu'il y a comme chose positive dedans. Mais au-delà de tout ça, il y a ta relation avec Dieu. C'est une relation personnelle. Il y a ce que l'environnement va encourager. Non, il y a ce que nous allons encourager. Et maintenant, il y a toi, de façon intrinsèque, ce que tu veux pour toi-même, ce que tu veux pour ta vie, ce que tu ambitionnes pour ta vie. C'est très, très important. Il peut arriver que, avec tes meilleures intentions, tu fasses des erreurs. Oui. Tu dois accepter le fait que tu n'es pas invulnérable, que tu n'es pas une personne qui ne va jamais tomber. Mais ce n'est pas ce que tu tombes qui compte, c'est comment tu te relèves et les décisions que tu prends pour aller de l'avant. Je veux donc encourager quelqu'un vraiment à s'abstenir. Mais si tu tombes, c'est parce que tu es tombé et que tu es tombé avec le mauvais numéro, que tu vas rester avec le mauvais numéro. Parce que ce faisant, ce n'est pas juste un instant de ta vie que tu vas handicaper. C'est le restant de ta vie que tu vas handicaper. Donc je t'encourage vraiment à chercher le discernement et à faire les bons choix. Merci Nadège pour cet appel-là, très rapidement. Ok, j'aimerais rebondir sur quelque chose que Madame Alilatou. Madame Alilatou a dit. Elle a dit que dans le mariage, souvent l'homme trouve que la femme n'est pas suffisamment expérimentée et il en fait tout un problème. Voilà pourquoi on ne doit pas se focaliser uniquement sur la jeune fille. Il faut montrer au jeune garçon qu'il est important pour lui aussi de s'abstenir. Et quand les deux seront dans le mariage, aucun d'eux n'a de l'expérience. Il n'y a pas comparaison à faire. Oui, vous permettez que je par rapport à ça. Le fait que vous soyez vierge, que vous allez vierge au mariage ne suffit pas. Non, appelons un chat un chat. Ok, d'accord, vous l'avez fait, maintenant vous êtes dans le couple. Le monsieur il veut profiter de sa vie de couple, ou la jeune dame aussi veut profiter de sa vie de couple. Mais renseignez-vous. Il faut aller au-delà. Informez-vous. Lisez. Soyez curieux. Vous voyez un peu. Et c'est pas, ok, d'accord, je vais aller au vierge au mariage. Ça suffit. Ça pour garder le mariage pendant 40 ans fertile. 40 ans. C'est le minimum, mais 40 ans, 50 ans. Oui. Non. Informez-vous. Aujourd'hui, il y a Internet. Vous voyez un peu. Informez-vous. Chère demoiselle, quand tu l'as fait et que tu rentres dans le mariage maintenant, faut pas dire, moi, je suis allée au vierge mariage. Ah non, c'est quoi? Moi, je suis allée au vierge mariage. Ah non, moi, je ne ferai pas. Moi, je suis allée au vierge mariage. Ce que ton époux veut, ça compte. Ah non. Regarde mon diplôme de virginité. Je suis allée au vierge mariage. Ok, d'accord. Maintenant que tu es allé au vierge mariage, que tu es dans le mariage,
Il faut faire autre chose. Tu fais un autre combat. Pour rester Tu as fait dedans. le combat d'aller vierge au mariage. On te félicite. Maintenant là, tu fais le combat pour rester dans le mariage. Informe-toi. C'est comme les repas. Cherche à voir ce que ton mari va manger. Merci Nadège, c'est compris. Alors, Bérangère, je vais vous libérer pour recevoir Nafissatou pour la dernière partie de l'émission. Un mot de fin, une phrase pour... Un mot de fin, je voudrais dire à la jeune fille que tout ce qui est rare est cher. Alors aujourd'hui, on ne rencontre pas de jeunes filles après 18 ans qui sont encore pucelles. Donc, elles doivent se fixer cet objectif-là. Elles doivent se dire, je voudrais rentrer pucelle dans le mariage et se donner tous les moyens. Et quand elles atteindront cet objectif, elles seront fières d'elles-mêmes. L'époux sera fier d'elles parce que les hommes ne le disent pas. Mais je pense que la majorité des hommes ont la volonté d'épouser une femme qu'un homme n'a jamais connue. Il faudrait aussi que eux autres aussi restent Qu'une femme ne les découvre avant le mariage. Oui, merci Bérangère Kouagui Akande, vous êtes enseignante et je vous raccompagne. Bonjour, et le mot du jour est chasteté. Il s'écrit C-H-A-S-T-E-T-E accent aigu. Chasteté est un nom féminin du latin chastitas. Chastitas qui vient du latin castus qui signifie chaste, pur et du suffixe itas, donc chasteté ou pureté. 1. La chasteté, c'est le fait de s'abstenir des plaisirs sexuels jugés illicites. C'est aussi la vertu des personnes chastes. Synonyme, continence, pureté, sagesse, vertu. Contraire, concupiscence, débauche, dépravation, impureté, lascivité, libertinage, licence, lubricité, l'usure, sensualité, stupre, vice. La chasteté est également le caractère de ce qui est chaste, pudique. On dit par exemple la chasteté d'un vêtement. Synonyme, décence, réserve. Contraire, pudeur, indécence, obscénité. Un peu de nuance sur le mot chasteté. La chasteté est souvent confondue avec l'absence de relations sexuelles. En réalité, la chasteté consiste à vivre sa sexualité d'une manière conforme aux prescriptions. Les relations sexuelles dans un couple sont chastes quand elles traduisent une relation authentique. Et ces notions sont plus constatées dans la religion catholique. La vertu de chasteté est la liberté de pouvoir aimer Dieu et son prochain de manière désintéressée. L'engagement à aimer Dieu par-dessus toute chose et à aimer les autres de l'amour même que Dieu leur porte. La chasteté est la maîtrise et non pas refus. La chasteté n'est pas un refus de la sexualité, mais la volonté de contrôler et d'intérioriser autant que possible ses pulsions, ses désirs. Il s'agit de tendre vers une plus grande humanisation des désirs affectifs et sexuels. La chasteté permet d'apprendre à travers la juste distance aux autres et dans un couple à faire le don de soi dans le respect de l'autre. Une pensée sur le mot chasteté, je cite, « Une femme vertueuse qui, après la mort de son époux, persévère dans la chasteté, va au ciel, même si elle n'a pas d'enfant. » Fin de citation. Bonne méditation à chacun de vous et excellente journée. Voilà, Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien?
ça va très bien. Alors, le message de ce matin sur notre thématique. Oui, nous avons eu quelques messages. Nous allons commencer par celui de Assel. C'est possible, cela dépend de soi et de son partenaire, des bases sur lesquelles on fonde la relation et des limites qu'on se fixe. Très bien. L'abstinence jusqu'au mariage est difficile à voir de nos jours, pour ne pas dire impossible. Si vous prenez 10 filles, à peine une vous dira qu'elle est pour l'abstinence jusqu'au mariage. On cherche à se découvrir et on fait 1 ou 2 expériences avant de s'engager. Et ce n'est plus un secret. La majorité des jeunes filles de nos jours à 18 ans ne sont plus vierges. L'abstinence jusqu'au mariage a aussi ses inconvénients. C'est peut-être l'homme qui est impuissant ou peut-être qu'il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Soit c'est la femme qui n'arrive pas à concevoir. L'abstinence jusqu'au mariage n'est plus le choix préféré de nos jours. C'est bien possible, mais difficile. Astou. Ah oui. Passons sur ce message. Oui. L'abstinence de nos jours n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut s'abstenir jusqu'au mariage. Et quand on parle de l'impuissance, je ne dirais pas que quand quelqu'un est impuissant, c'est pour ça qu'il s'abstient, c'est ça? Non. C'est-à-dire que ce sont des réalités qu'on découvre dans le mariage. Ok, oui. Voilà. C'est pour ça qu'avant les mariages, il faut faire des tests. Il faut faire des tests cliniques. Il y a beaucoup de tests. Il y a eu tout un panel de tests cliniques qu'on fait avant le mariage, aussi bien pour la femme que l'homme, pour voir la fertilité, pour voir la consanguinité, pour voir beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas enseigner, éduquer et dire l'abstinence, et au nom de cette abstinence, commettre des crimes. C'est ça. C'est vrai, parce que c'est demander quand même à l'autre partenaire dans le mariage de rester presque toute une vie sans aller au sexe avec son mari. S'il arrive qu'après un mariage, on le découvre, on ne sait pas ce mariage-là. Parce que ça a été basé sur du faux. C'est pas un vrai mariage. Donc si tu avais un problème d'impuissance, mais d'infertilité, par amour, parce que le mariage, c'est la base du mariage, c'est l'amour. Donc tu dois le dire à ton partenaire, à ta partenaire, tu dois le dire à l'église, tu dois le dire à la société, tu dois le dire aux parents et ne pas le cacher. Si on remarque après un mariage, vous êtes abstenu et que les problèmes surviennent après, ce mariage n'a pas... Mais le mal est déjà fait. Je pense que c'est ce qu'on reproche beaucoup plus aux églises, vous m'excusez, qui prônent l'abstinence jusqu'au mariage. Oui. Parce qu'on se rend compte que parfois des personnes qui viennent dans ces églises, soit elles ont fait de mauvaises expériences ou soit elles ont quelque chose à cacher. Oui. Et quand la femme, ce n'est pas facile de se marier, de se rendre compte qu'il n'y a rien là et de tout reprendre. Sincèrement, ça fait beaucoup d'investissements personnels sur soi-même et d'investissements financiers. Oui, ce n'est pas parce que tu t'es marié à l'église que tu es forcément marié à un ange. Parce que l'église étant un ensemble, c'est les pécheurs qui viennent à l'église. Bien sûr, c'est les pécheurs qui viennent à l'église. C'est les gens qui ont eu des vies, comme vous l'avez dit, qui viennent à l'église. Et ils viennent à l'église en temps normal pour pouvoir se repentir et pour réparer leur vie, pour que Dieu puisse avoir miséricorde en leur faveur et les réparer. Mais on ne peut pas marier quelqu'un qui est venu du jour au lendemain à l'église sans connaître son histoire, sans connaître son passé. Et quand bien même il le cache, avant le mariage, il y a des enquêtes qui se font. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des tests cliniques. Et ça il y a dans pratiquement toutes les églises, il y a des comités de mariage qui s'en occupent. Donc, on ne marie pas n'importe qui à n'importe qui. Voilà. Donc, et je pense qu'elle a raison. En effet, il y a eu beaucoup de ces cas qui ont été notés auparavant. Et c'est suite à ces découvertes, à ces choses, à ces expériences que la règle a été mise pour pouvoir célébrer le mariage après les tests cliniques. Très bien.
Il y a Awal qui nous dit qu'il croit qu'aujourd'hui on peut s'abstenir jusqu'au mariage, mais que ce n'est pas une bonne idée et qu'il n'encourage pas ceux qui s'abstiennent jusqu'au mariage. Très bien, il ne nous a pas dit pourquoi. Non, rien n'est impossible, donc c'est toujours possible aujourd'hui de s'abstenir. C'est Hamza. Il y a Clette qui nous dit aussi que oui, c'est possible, mais beaucoup plus dans certaines églises qui obligent les fidèles à s'abstenir avant le mariage. Même s'il est vrai qu'il est préférable de s'abstenir avant le mariage, nous devons rappeler que les divorces sont prononcés à cause des rapports sexuels non satisfaisants. De nos jours, moi particulièrement, je ne peux pas m'abstenir avant le mariage parce qu'il faudrait m'assurer que je serai épanouie sur tous les plans dans le foyer et que je m'apprête à fonder. Je ne voudrais pas tomber sur un homme qui n'a pas la bonne taille ou ne sait pas s'y prendre pour me satisfaire au lit. Bon, elle est quand même allée un peu, oui, très crue, hein, Nadège. Pourquoi Nadège? Mais elle a été sincère. Oui. Et c'est ce que nous voulons. On encourage une femme à aller vierge au mariage, c'est-à-dire on l'encourage à aller vers un seul homme. Oui. Voilà. Et si ce seul homme-là, il n'est pas comme elle le veut, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment-là? Point d'interrogation. C'est pourquoi moi, je ne suis pas pasteur et je ne vais donc pas encourager les jeunes filles à aller vers un extrême. Je vous encourage à aller vierge au mariage, mais je ne vous interdis pas de regarder. Parce que c'est tout ça qui va rentrer dans le critère qui vous permettra de faire un choix. Quand je dis regarder, oui, je dis de regarder. Regardez. Regardez le micro. Vous voyez un peu? Regardez le micro. Voilà, testez le micro. Regardez-le bien. Voyez si ça vous plaît. Pourquoi? Parce que une chose est d'aller vierge au mariage. Une chose est de rester une femme fidèle dans le mariage. Et si l'homme que vous avez épousé ne vous plaît pas, vous serez tenté. On ne le dira pas. On ne le dit pas assez. Il y a des gens, ils vont vous dire, on ne va pas. Ça ne va pas dans mon couple. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne vous diront pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est quoi? Ils te tapent, ils ne donnent pas la popote. Qu'est-ce qui... Non, vraiment, je ne suis pas heureuse. Elle n'est pas satisfaite sexuellement. Et on couvre ça en fait. On pense que dès l'instant où le gars il est correct, il est respectueux, il a un bon boulot, ça suffit. Le sexe compte, surtout pour nous les femmes. Je le dis. Parce qu'une femme, on veut qu'elle reste à un seul endroit toute sa vie. C'est ce qui est bon d'ailleurs. Si je dois rester quelque part, je dois boire une eau toute ma vie. Excusez-moi, il faut que l'eau soit potable. Merci Nathalie. On continue. On va poursuivre avec un message anonyme. Oui. Coucou, bonjour le plateau. Pour moi, l'abstinence sexuelle avant le mariage est bien possible. Je le dis parce que c'est un état d'esprit. Si tu le décides, tu peux le faire. Il faut que nous nous mettons dans notre esprit que tout ne tourne pas autour du sexe et tout dépend aussi du cercle dans lequel nous sommes et l'éducation reçue. La Bible nous le recommande aussi. Chaque chose en son temps. Absolument. Oui, en parlant de chaque chose à son temps et que tout ne tourne pas autour du sexe, c'est vrai, tout ne tourne pas autour du sexe. Et j'entends des argumentaires, même si parfois ça dépend de la personne à qui on tient ces arguments-là. Le sexe, quand vous êtes dans le mariage, vous avez la possibilité de le faire à vie. Donc rien ne justifie qu'on soit pressé d'y aller, d'expérimenter. Mais il y a ici, aujourd'hui, il y a cette facilité à monnayer le sexe. Les hommes pensent que parce qu'on a donné 100 francs, on a déjà décroché la lune pour une femme et que ça suffit pour monnayer le sexe avec de l'argent. Non, le corps est sacré, le sexe est sacré, que ce soit autant pour l'homme que pour la femme. Ce n'est pas valable que pour la femme. Donc, arrêtons de monnayer le sexe, arrêtons de penser qu'on a donné telle chose et qu'on a décroché la lune et qui pour ça, que c'est le sexe qui doit être notre récompense. Très bien. Le tout dernier message vient de Adek. Oui, c'est possible. Tout est question d'engagement et de l'objectif visé par le couple.
Mais on constate que cette habitude se fait de plus en plus rare compte tenu de la jeunesse qui veut vite brûler les étapes. Merci donc à tous ceux-là qui nous ont écrit ce matin. Alors, la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Saint-Augustin. L'abstinence totale est plus facile que la parfaite modération. L'abstinence totale est plus facile que la parfaite modération. Saint-Augustin, donc, auteur de la pensée de ce matin. Pasteur, un mot sur la pensée? Oui, l'abstinence totale. C'est comme ce qu'on disait au début. On a dit le sexe. Au début, j'ai expliqué comme ça qu'on parle de sexualité. Oui. Et la sexualité, ce n'est seulement pas, comme l'avait dit Aylat, que ce n'est pas forcément la pénétration, que c'est tout, et j'ai dit tous les accessoires. Tous les accessoires. Donc, et on peut dire, moi je m'abstiens. Or, par contre, en arrière-plan, il y a d'autres choses que tu pratiques pour pouvoir satisfaire ta libido. Et c'est ça. Saint-Augustin a bien parlé, il a dit que l'abstinence totale est quoi? Plus facile. Modération. Que la parfaite modération. Ouais. Allez là. L'abstinence totale est plus facile. C'est plus facile parce que quand, pour moi, tu décides de t'abstenir, tu vas te donner des moyens pour y arriver. Mais quand tu es dans la modération, tu as déjà essayé, tu pratiques d'autres types de sexualité, ce sera difficile d'y arriver. Très bien. Nadège? Oui, je pense que la pensée de Saint-Augustin est dans un contexte que je ne connais pas forcément. Mais je dirais, si je dois m'en tenir à cette phrase-là, que c'est mieux en fait de choisir un camp. Pour monnayer la pensée, c'est mieux de choisir son camp que d'être ici et d'être là. Même la Bible dit, toi qui n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Je te vomis. C'est pas dans cet ordre. Choisis. Choisis. Si tu veux être abstinent, si tu veux faire l'abstinence, fais-le totalement. Nous avons un pasteur sur le plateau. C'est pas ce que la Bible... C'est pas ça que je te vomis. Non, vas-y, continue, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux être abstinent, abstine-toi totalement. Sache que tu as choisi un moment de ta vie pour t'éloigner de certaines choses. D'accord? Ne te dis pas, voilà, moi, je ne touche pas une femme. Hein. Tu ne touches pas une femme, mais tu touches le savon dans ta douche. Pour en faire quoi, mon frère? Voilà. Très bien, merci Nadège. Alors, pasteur, une clarification à faire? Oui. En fait, ce qu'elle était en train de dire, c'est l'hypocrisie. Il faut refuser, on doit refuser l'hypocrisie. Tu ne peux pas être hypocrite envers les gens et l'être envers toi-même. Et si tu décides, tu prends l'engagement de t'abstenir, abstiens-toi totalement. Et franchement. D'accord. Voilà, donc c'est ça. L'abstinence totale est plus facile que la parfaite modération. Il y a de ces personnes qui sont vierges, qui s'embrassent, qui font des préliminaires, mais qui ne vont jamais au sexe. Ça, ce n'est pas de l'abstinence. C'est dans cette pensée-là que l'auteur est. Si vous voulez vous abstenir, vous vous abstenez totalement. Pas de petits bisous dans les coins et dire que vous vous abstenez, c'est pas possible. Augustin d'Hiphone ou Saint-Augustin est né le 15 novembre 354 et mort le 28 août 430. Il est un philosophe et théologien plutôt chrétien romain, d'origine punique ayant occupé le rôle d'évêque d'Hiphone en Numidie, avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégory le Grand. Il est l'un des 4 pères de l'Église occidentale et l'un des 36 docteurs de l'Église. Très bien. Voilà. Alors, on continue avec l'histoire de l'humour. Une petite note avant qu'on le clôture. Un marin embarqué à bord de la Jeanne d'Arc depuis plusieurs mois envoie le message suivant à sa petite amie restée à terre. Nous serons de retour au port dans 25 jours. Le 30 octobre, ma chérie, tu m'as tellement manqué. Je veux que tu me retrouves sur le quai avec le brick de Bernard et surtout, n'oublie pas de poser un matelas à l'arrière parce que je veux qu'on le fasse dès que j'aurai mis le pied sur le sol. Il est temps qu'on arrive. J'ai les couilles qui vont exploser. À bientôt ma poupée, ton loulou.
La fiancée qui n'en pouvait plus, elle non plus, d'attendre, lui envoya cette réponse. Bernard est d'accord pour prêter son brick le 30 octobre et j'ai aussi trouvé un matelas. Je vais me garer au plus près du bateau, mais je te préviens, tu as intérêt à être le premier à toucher le sol parce que je ne demanderai pas les cartes d'identité à l'entrée. C'est comme si après les années, elle n'allait plus du tout le reconnaître. Bon, alors Nafissat, une histoire pour nous ce matin? Une histoire. Bon, je vais prendre le côté négatif de l'abstinence peut-être. Il y a une femme, ils sont venus chez eux, c'est un couple, ils sont venus chez eux pour un cambriolage. Et il y a la femme qui s'est mariée vierge à son homme, elle n'a connu personne avant cet homme-là. Et l'un des braqueurs a violé la dame. Sa réaction a étonné tout le monde. Au lieu de supplier qu'on la laisse et tout, elle a demandé à ce que le bandit continue l'acte parce que peut-être qu'elle a découvert autre chose qui n'est peut-être pas ce qu'elle prend depuis des années. Peut-être que c'est l'une des conséquences de l'abstinence. Bon, c'est quand même elles sont un peu foufou. On ne va pas demander lorsqu'on est quand même dans ça, le couple n'est plus aujourd'hui. Le gars a demandé le divorce. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bien. Alors, le viol, on ne va pas le conseiller sur le plateau. C'est un aspect très, très délicat, puni par la loi d'ailleurs. Donc, absolument. Alors, dans quelques minutes, nous devons clôturer le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Alilatou? Qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas paraître donneur de leçons? Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut agir en fonction de nos objectifs de vie. Le sexe, on peut le faire à tout moment. C'est vrai, il n'y a pas de compteur, c'est ce qu'on nous dit, pour nous convaincre d'aller au sexe facilement. Mais sachez que le compteur, ce n'est peut-être pas un appareil qui vous dit combien de fois vous le faites, mais c'est sur votre conscience. Vous allez le faire en vous disant que vous avez pris des précautions pour les jeunes, mais une grossesse peut intervenir. Des maladies sexuellement transmissibles peuvent intervenir et gâcher votre vie. Dans le couple, l'abstinence est possible, aussi en fonction de ce qui vous arrive, mais sachez que quand on le fait plus tard, plus sûr. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise. Ce slogan-là. Nafissat, je n'avais pas pris votre avis sur le sujet quand même. Vous nous avez lu les avis de nos amis téléspectateurs, mais pas le vôtre. Oui, sur ce plan, les avis sont partagés. Donc, je serai dans la même logique que Saint-Augustin. Si vous voulez vous abstenir, abstenez-vous totalement. Je ne suis ni contre ni pour l'abstinence avant le mariage. Très bien. Pasteur Angelo? Oui. Pour dire un mot, je voudrais ramener tout le monde dans la volonté primitive de Dieu par rapport au sexe. Dieu a créé le sexe pour la procréation. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour le sexe. Il veut qu'on se multiplie, on procrée avec le sexe. Et là, quant à l'abstinence, c'est une bonne chose et c'est ce que la religion voudrait jusqu'au mariage. L'abstinence, et comme l'a dit Alilatou, vous avez tout le temps, après le mariage, de pratiquer, de faire le sexe. Et pour finir, je voudrais demander à tous ceux qui aspirent ou qui voudraient faire de l'abstinence, désormais leur cheval de bataille, que ce n'est pas impossible, c'est possible, et avec l'aide de Dieu, ils vont y arriver. Merci. Nadège? Alors, moi j'ai envie de m'adresser à deux catégories de personnes. D'accord. Je veux parler à un jeune et je veux parler aussi à un parent. Alors à toi jeune, je veux te dire que ta vie t'appartient. D'accord? C'est un rapport entre toi et toi-même et tes valeurs. Peu importe tout ce qui se passe autour de toi, si ça ne sert pas les valeurs que tu as, n'y va pas. Si demain, on disait que c'est autorisé de tuer qui on voulait, quand on le voulait, est-ce que tu vas tuer parce que c'est permis autour de toi?
Là est la question. Alors, si ta réponse est non, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire un choix parce que tout le monde autour de toi est en train de le faire. Je voudrais vraiment que tu réfléchisses, que tu fasses les choses parce que tu te sens prêt. Voilà, parce que tu te sens prêt. À un parent, je veux dire ceci. Il n'y a pas longtemps, on était aussi des adolescents et on ne comprenait pas nos parents quand ils nous disaient un certain nombre de choses. C'est pourquoi chaque fois que tu veux parler à ton enfant, n'oublie pas qu'il n'y a pas longtemps, toi aussi tu étais un jeune et que tu ne comprenais pas ce que tes parents te recommandaient. C'est pourquoi lorsque tu vas vers ton enfant, tu dois faire l'effort d'avoir l'âge psychologique qu'il a, afin de lui donner l'impression que c'est avec un ami qu'il discute. Tu dois faire l'effort d'être l'ami de ton enfant. Tu dois, parce que Dieu, en te faisant parent, t'a donné la responsabilité de le conduire. Et que tu es forcément plus éclairé que lui. Et que tu as fait des expériences. Et donc, ce n'est pas bon, ne suffit pas. Il faut aussi que toi-même tu t'outilles. Que tu sois outillé pour pouvoir bien outiller ton enfant. L'abstinence avant le mariage, c'est possible. L'abstinence à tout moment, c'est possible. Même si tu as déjà connu le sexe, tu n'es pas obligé, j'insiste dessus, tu n'es pas obligé de continuer parce que tu as commencé. Tu peux dire stop, j'ai envie de m'arrêter. Je t'y encourage vivement. Merci beaucoup Nadège. Nafissatou? Sur le dernier point que vous avez abordé, il y a mon professeur de philosophie qui me disait, tant que tu n'as pas commencé, c'est bien. Mais une fois que tu as commencé, c'est difficile de t'abstenir. Mais c'est possible. Mais c'est possible, Bien mais sûr. bon. Merci infiniment savoir. à vous. Je retiens tout simplement que c'est bien possible à tout moment de s'abstenir par rapport à vos objectifs, par rapport à votre, à ce que vous voulez tout simplement dans la vie. Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez atteindre cet objectif-là, donnez-vous les moyens surtout parce que le tout ne suffit pas de se le dire, mais c'est également de mettre en place les stratégies nécessaires pour pouvoir y arriver. Et sur le sujet, je voudrais donc remercier tous ceux qui ont participé à ces échanges. Pasteur Olivier Aonjounou, merci. Alilatou Draman, Nafissatou Hassani, Nadège Bignon, merci à vous pour votre franc-parler et que j'ai beaucoup apprécié. Également sur le plateau, il y avait Bérangère Pangui-Akandé, enseignante et c'est sur ces mots que nous vous disons, amis téléspectateurs, à demain.